J'ai commencé à approfondir mes recherches dans le domaine culturel par les problèmes que pose l'idéologie. Et c'est ce qui m'a conduit à rédiger, à publier en 1980 les mythes fondateurs des sciences sociales. C'est là une piste qui n'a cessé par la suite de me servir parce qu'elle m'a permis de comprendre que analyser la géographie d'un pays ou faire des études de géographie, ce n'est pas prendre simplement en considération ce qu'il est, ce qu'est l'espace que l'on y voit. C'est prendre en considération les doubles de l'espace réel dont ses habitants l'accompagnent. C'est prendre en considération quelque chose qui est plus profond. Je dirais que c'est un point sur lequel beaucoup de géographes ne m'ont pas suivi, mais qui me paraît essentiel pour comprendre en particulier les problèmes de géographie régionale ou la conception de la géographie. Je vais en prendre deux exemples. Le premier, c'est l'étude que j'ai consacrée en 1989 à la conquête de l'espace américain. C'est une géographie régionale, mais c'est en même temps un essai. Ce qui m'avait mis sur la piste des idées que j'y développe, c'est un certain nombre de remarques que j'avais entendues par des gens vivant aux États-Unis ou par des Américains, et qui allaient dans le sens suivant. Les États-Unis ne sont pas un pays communiste, mais il n'y a pas de pays au monde où on parle davantage de communauté. Ce qui est quand même la communauté est essentielle dans un pays qui ne se veut pas communiste. Pourquoi? Donc, il me semble que c'était un problème. Et j'ai reçu, au début des années 70, la visite à Besançon d'un couple de collègues, une jeune femme charmante, très sportive, ancienne championne de natation de l'Angleterre, il était géographe, et son collègue qui était américain, et ils enseignaient tous les deux à l'époque à l'université de British Columbia. Et en parlant avec eux, on a parlé de ces problèmes des États-Unis, et du Canada, ils m'ont conseillé de lire un certain nombre d'ouvrages, et en particulier un ouvrage de Miller sur les origines de la colonisation en Nouvelle-Angleterre. Et le titre de l'ouvrage, c'est « The Errand to Wilderness », la course vers le... Et c'est une réflexion sur le rôle du puritanisme dans la conception de la société et du monde américain. C'est intéressant parce que dans ce que montre Peter Mill, c'est que les Américains débarquent aux États-Unis d'abord, non pas pour y faire fortune, comme c'est le cas des Espagnols ou des Français, mais que beaucoup y débarquent pour vivre dans un monde qui correspond à leurs idées, à leurs idéaux. Donc ça donne à la colonisation ou à la conquête américaine une image différente. Et cela va de pair avec cette idée que tout ce qui est au-delà
des limites de ceux qui les occupent à l'instant et la sauvagerie. Et l'histoire de la colonisation américaine est un peu l'histoire de ce qu'on appelle la frontière, c'est-à-dire la manière dont progressivement on prend conscience de la sauvagerie. Et ce qu'il y a de plus fondamental, c'est que ces puritains sont des calvinistes purs et durs. Être calviniste, c'est ne pas croire à la présence réelle du Christ au moment de l'Eucharistie. Mais c'est croire que lorsque les fidèles sont rassemblés dans le temple pour prier au nom du Seigneur, le Seigneur est avec eux. Ce qui veut dire que ça subvertit toutes les hiérarchies. Cela veut dire qu'il ne peut pas y avoir dans le monde américain de système de type anglican, avec des évêques, et dans le domaine politique, que les hiérarchies, parce qu'il en faut bien pour l'administrer, sont toujours des hiérarchies provisoires. Parce que les gens assemblés en un lieu pour prier ensemble représentent l'Église dans sa totalité, sont l'Église. Et par conséquent, ça initie un développement qui peut être polycentré. Ça initie un monde dans lequel l'unité, au-delà de la reconnaissance du Seigneur, n'est pas exigée, puisque tous ceux qui s'assemblent pour prier le Seigneur sont visités pour lui, quelle que soit leur confession. C'est difficile de lutter contre eux si on admet qu'on est visité par le Seigneur dès que l'on est là pour chanter sa louange dans le cadre. Et par conséquent, c'est à partir de cette idée qu'il m'a semblé possible de présenter la géographie, celle des États-Unis, et je dirais par contraste celle de la Nouvelle-France, parce que l'idée de la Nouvelle-France ou de la Louisiane, ce n'est pas de conquérir un continent pour le peupler, c'est de créer des bases territoriales à partir desquelles on peut envoyer des missionnaires ou on peut envoyer des coureurs des bois pour acheter des fourrures ou pour répandre la foi. Il y a une étude d'un historien américain, Zydrumerski, qui est consacré à ces spécificités de la colonisation française dans le Nouveau Monde et qui me paraît très très éclairant. Et donc c'est à partir de ça que j'ai fait. Alors le second exemple que je vais prendre est un exemple qui touche également l'Amérique du Nord. C'est le fait qu'en Amérique du Nord, la géographie n'est pas présente ou ne tient que fort peu de place dans l'enseignement primaire et secondaire, qu'elle est présente à l'université, mais qu'elle y est en un sens fragile et que son développement n'a pas toujours suivi les lignes qu'on lui trouve ailleurs. À la base de cela, il y a cette idée que ce qui fonde l'Amérique, c'est la capacité des gens à se réunir, à élaborer des décisions. Et donc apprendre à être américain, c'est apprendre à faire ce que les puritains faisaient dans leur temple, apprendre à se rassembler, et là, à prendre des décisions au nom de tous. Et par conséquent, la formation de la société américaine, l'enseignement qui véhicule le sens de l'Amérique, ce n'est pas la géographie, c'est la formation civique, l'habitude que l'on donne aux enfants de se rassembler, d'élire des représentants, de poser des questions dans l'ordre, de toute une procédure qui permet, en principe, d'aplanir les difficultés
et d'élaborer des décisions qui finissent par s'imposer à tous. Et par conséquent, pas besoin de géographie dès l'enseignement primaire si on apprend à être américain. Mais cela pose des problèmes, parce qu'à partir du moment où des Américains posent leurs pieds quelque part et où ils se retrouvent, ils ont tendance à refonder des Amériques et à oublier qu'ils sont à l'étranger. Alors, ils ont beau être très curieux, et ils le sont, très explorateurs. Ça explique en partie les réactions qu'ils suscitent lorsqu'ils sont présents ailleurs, puisqu'ils sont à la fois des étrangers et ils sont en Amérique. Ça me semble. Et allant dans le même sens de ces conceptions générales, je prendrai l'exemple, alors que dans tous les pays d'Europe, la géographie est une pièce essentielle de la formation au sens national, de la formation civique, elle est absente en Grèce, où elle est remplacée par la laographie. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'au moment de la formation de la Grèce moderne, la Grèce est peuplée de Grecs, mais dans une très large proportion d'Albanais, d'Aromoun, c'est-à-dire de pasteurs de langue romaine, de Sarkatsan, de pasteurs qui sont, je ne sais pas de quelle langue, mais qui... Donc il y a au moins 4 types de communautés. Et certaines sont installées, je dirais, au cœur de la Grèce. Mégare est une ville albanaise jusqu'aux alentours de 1900. Enseigner que l'Attique est en partie peuplée d'Albanais, ça ne fait pas très sérieux quand on est grec. Et par conséquent, ce que l'on enseigne en grec, ce sont les légendes qui ont trait à la société grecque dans telle ou telle région. Et comme il y a depuis l'Antiquité des Grecs partout en Grèce, il y a des légendes et on peut donc présenter toutes les provinces et le territoire national, non pas dans sa réalité, mais à travers les légendes qui, au fond, créent une mémoire et créent une identité grecque, non plus le territoire, mais une mémoire orale, une mémoire qui est plus forte que le territoire. Je pense que ça, c'est fondamental. Un troisième exemple, c'est le fait que dans une société comme la société néerlandaise, l'État n'est pas au-dessus des composantes de la société. La société néerlandaise est faite de communautés, au départ protestantes et catholiques, et puis la gamme s'est élargie, et l'État n'est pas fait pour s'imposer à ces communautés, mais pour les représenter, pour arbitrer entre elles. Et c'est une conception de l'État, et avec elle, à l'heure actuelle, une conception de la démocratie qui n'a rien de commun avec les conceptions de la démocratie et de l'État que l'on trouve en France, en Italie et dans la plupart des autres États européens. Et par conséquent, ce qui m'a intéressé à partir de l'idéologie, c'est la mise en évidence des cadres de pensée qui informent, je dirais, les cultures ou les civilisations et qui tiennent une place importante dans la géographie. Et c'est un peu pour cela que j'ai décidé en 2007, je l'ai achevé en 2007, ça a dû être publié en 2008, de consacrer un ouvrage à religions et idéologies, qui reprend religion et idéologie, qui reprend les thèmes que j'ai développés depuis les années 1980, ceux des mythes fondateurs des sciences de l'homme, mais également tout ce qui a trait à la diversité, plus généralement, des ailleurs dont les hommes se réclament. Et lorsque j'avais écrit les mythes fondateurs, j'avais opposé aux ailleurs transcendants des religions révélées et aux ailleurs, non pas transcendants, mais, je cherche le mot, intérieurs au monde des êtres et des animismes, j'avais opposé cela aux au-delà terrestres que supposent les idéologies. L'âge d'or, je dirais, au point de départ,
la Renaissance redécouvre l'Antiquité, l'Antiquité devient un âge d'or. Thomas More décrit l'utopie, qui pour lui ne se situe pas dans le futur. C'est l'île d'Amorote que vient de découvrir Raphaël Islaudet, qu'il a rencontré à Anvers, et ce qu'il décrit, ce n'est pas un état du futur, mais par opposition aux sociétés qui se veulent chrétiennes d'Europe occidentale, c'est ce qu'une société qui n'est pas chrétienne, mais qui est gouvernée par la raison, peut faire et fait de mieux. Et puis, à partir du XVIIe siècle, le sens d'utopie change, et c'est un monde futur qui se dessine, et ce monde futur, il est institué par cet acte de fondation qui est la signature du contrat social. C'est cela qui était au cœur des mythes fondateurs, et cela qui me paraît au centre, je dirais, des philosophies de l'histoire, des philosophies du progrès, qui dominent la pensée occidentale durant la fin du XVIIIe siècle, le XIXe siècle et une partie du XXe siècle. Mais le contrat social, bon, ces auteurs le présentent d'une manière rationnelle, que ce soit Hobbes, Locke ou Rousseau. Mais ce n'est pas tellement rationnel. Et par conséquent, il y a un effort pour essayer d'arriver à quelque chose de plus systématique et de plus savant. Et cet effort, ça consiste à chercher le monde caché dans l'inconscient. C'est l'inconscient économique de Marx. La part n'est pas payée du travail. Le travail est payé à sa valeur d'échange et non pas à sa valeur d'usage. Et la différence, c'est le profit. Et ça, les salariés l'ignorent. C'est ce que démontre Freud lorsqu'il parle de l'inconscient psychologique. Et en un sens, ce qu'il y a chez De Saussure, lorsqu'il parle de linguistique, il y a dans le langage des choses qui nous contraignent et que nous ne comprenons pas. Le langage a une logique qui contraint les hommes. Et la théorie de ces au-delà se trouve faite par Foucault dans ses deux premiers ouvrages. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Foucault fait de trois disciplines, le marxisme, le freudisme et la linguistique saussurienne, les trois seules réelles disciplines scientifiques dans les sciences sociales. Toutes les autres, ça ne vaut rien. C'est typique. Ce sont les trois qui fondent des ailleurs, qui fondent des idéologies, non pas qui fondent des sciences. Et je dirais que ce auquel on assiste à l'heure actuelle, c'est une nouvelle génération d'au-delà. L'au-delà d'une nature qui n'aurait pas été polluée par les hommes, par les écologismes, ce qui veut dire qu'il y a un péché originel de l'humanité, celui d'être apparu, et que l'écologisme se donne comme but essentiel de restreindre, il emploie le terme, l'empreinte humaine à la surface de la Terre. C'est donc la base d'une religion laïque ou d'un militantisme, avec là également une version de notre monde. Et si on prend les recherches queer, le monde LGBT, ce qui est en cause, c'est la manière dont les sociétés ont conçu le corps et les rapports entre les sexes. Et ce qui fonde, je dirais, ces féminismes, ces militantismes queer, c'est cette idée que le sexe n'est pas une détermination naturelle, qu'il y a quelque chose de plus fondamental, la volonté du moi,
Et c'est donc dans cette volonté autonome du moi que se trouve la guerre qu'il s'agit de protéger. Et donc, vous voyez, c'est cette recherche des doubles que je ne sais, c'est ce que je viens de vous raconter, je ne l'ai pas encore écrit sur le GPT, ou plus exactement, je l'ai écrit hier soir et cette nuit. Mais c'est quelque chose qui me paraît essentiel si l'on veut sortir d'une géographie un peu pétachoune, un peu au ras des pâquerettes, si l'on veut voir ce qui pousse et qui motive l'humanité. Je m'aventure peut-être beaucoup, j'y crois, je l'expose, je n'ai pas eu beaucoup de succès dans ce domaine, enfin je vous expose ce sur quoi je travaille et qui me paraît important à l'heure actuelle. Voilà donc ce qui me paraît important dans cette direction de recherche qui a trait à ces problèmes de conception du monde, d'au-delà, d'en-deçà, de monde inconscient, de ce que on suppose caché pour introduire un ordre normatif. Est-ce que c'est très réactionnaire? Est-ce que c'est un peu subversif? Je n'en sais rien. Bon, voilà, c'est ce qui m'intéresse.